Bienvenue dans Doc à Doc, votre rendez-vous documentaire. Le film que vous allez voir est un document inédit pour LCP. De 1937 à la Libération, plus d'1 millier de personnes pourchassées par les Allemands ont trouvé refuge dans le pays de Dieulefit, dans la Drôme provençale. À l'école, les directrices accueillirent aussitôt les enfants juifs. À la mairie, une employée d'une vingtaine d'années commença à fabriquer des faux papiers. Les maisons s'ouvrirent, d'autres réfugiés arrivèrent. La population du village grimpa jusqu'à 5000 personnes. Pas une seule ne sera arrêtée, nulle ne sera dénoncée. Parmi elles, des anonymes, mais aussi des peintres, des poètes, des artistes, des philosophes. Ce petit village devint la capitale intellectuelle de la France, disait Pierre Vidal-Naquet qui s'y réfugia enfant. Pendant les 4 années les plus sombres de notre histoire, Dieulefit sut désobéir, dire non aux lois de la France de Vichy. Volonté de discrétion des habitants ou méconnaissance historique, peu d'écrits, contrairement à Chambon-sur-Lignon, évoquent le miracle du silence aux heures les plus tragiques de la guerre. Dieulefit, le village des justes. C'est un film inédit pour LCP d'Alexandre Fronty et Guillaume Loiret. Et c'est tout de suite dans Doc à Doc. C'était un petit paradis, vous savez, je ne me suis pas rendu compte à l'époque. On était tous des gosses pareils et on parlait ni juif, ni race, ni quoi que ce soit. L'accueil dans cette région très protestante était, je crois, une ancienne, très ancienne tradition bien ancrée. Les juifs étaient recherchés, ils venaient se cacher ici, personne ne disait rien. Les cartes n'étaient pas tamponnées de rouge, il n'y avait pas d'étoiles jaunes. Le mot miracle est un peu exagéré. Tout le monde trouvait ça naturel. Il y a eu une résistance très forte et très efficace à Dieulefit, pas une résistance armée, mais une résistance civile. S'il n'y avait pas eu cette famille, je crois que je serais pas là aujourd'hui. Hein. J'aurais été déporté avec mes parents et puis c'est tout. J'aurais fini enfumé comme malheureusement 6 millions d'autres personnes. Hein. Le miracle, c'est que les Allemands n'ont pas osé venir. Dieulefit porte bien son nom. La famille Lévy, Violis, Souchier, Cohen-Pascal, Veil, Silovitch, Brunswick, Segers, Reverchon, Apostel, Boer, Étienne, Bissa, la famille Simovitch, la famille Rabinovitch, Abramovitch. Réfugié avec des dizaines d'autres enfants, Pierre de Georges a passé 2 années pendant la guerre à Dieulefit, dans le sud de la Drôme. Il a été accueilli par 3 femmes exceptionnelles, dans une pension où il entame aujourd'hui avec nous une sorte de pèlerinage. Votre coup de téléphone me fait plaisir. Vous êtes content d'y aller? Oui, je suis très content d'y aller. Je suis très content d'y aller, bon, bien que j'y sois retourné quelques fois, mais bon, c'est toujours avec plaisir d'arriver dans une école qui vous a formé. Je suis ce que je suis grâce à elle. Quand je dis elle, les 3 directrices. On voit ici Marguerite Soubéran, tante Marguerite, qui était la directrice principale, je dirais. Hein. Ensuite, ici Catherine Kraft et Simone Monnier. Et vous? Et moi, je suppose que je suis là. Derrière la chaise, là, avec la main sur la figure. On savait qui était juif, qui ne l'était pas? Non, absolument pas. Absolument pas. Et bon, moi, mes camarades proches, je savais, mais c'était pas un problème pour nous à ce moment-là. On ne se rendait pas compte. Isolée à quelques kilomètres de Dieulefit, l'école de Bouvallon a été créée au départ pour accueillir des enfants difficiles. À partir de 1940, elle est devenue un refuge pour tous les jeunes qui avaient besoin de se cacher, un lieu de liberté, préservé,
loin de la guerre. Pour nous, c'était un paradis parce qu'on se sentait en sécurité. C'était une famille, bien que, bon, on savait qu'il se passait des choses qui nous faisaient rester là sans nos parents, en particulier pendant longtemps. Il y avait 100 gosses pratiquement, dont une très grosse proportion était cachée en réalité, étaient réfugiés. Mais bon, c'était des gosses dont on ne savait pas d'où ils venaient, c'était des bons copains, on fraternisait tout de suite. Il n'y avait pas du tout de problème religieux ou de réfugiés ou autre, c'était des copains. L'école de Beauvallon est toujours en activité et les locaux ont peu changé avec plusieurs bâtisses au milieu d'un immense parc. Les dortoirs accueillent au maximum 5 élèves. L'ambiance est celle d'une sorte de grande maison familiale. L'école abrite aujourd'hui environ 70 enfants. Quelques anciens élèves, comme Pierre de Georges, reviennent parfois à Beauvallon. Ils sont toujours reçus avec le sourire. Ça, tu le mets dans ton dossier de français. Hein? Il est gros le classeur. Bon, voilà, je vous présente Florence et les enfants. Ce monsieur était dans les années 42, 43, 44. Pierre de Georges. Et il a connu Je devais avoir leur âge. la classe qui était à l'époque la salle d'assemblée. Tu as quel âge toi? Je vais avoir 13 ans. 13 ans? Et toi? 13 ans aussi. Et toi? Pardon? Il va avoir 12 ans. 12 ans. Ben, moi je suis arrivé ici, j'avais 11 ans. Et je suis parti à ton âge, tu vois, à peu près, en 43. Si tu vois, hein. Et déjà à ce moment-là, il y avait l'assemblée tous les lundis soirs. Voilà, donc monsieur, il va participer à la réunion à l'assemblée. D'accord. Ah oui, ça va me faire Et plaisir. voir le vote des aides de table, comme ça se passait à l'époque. Attention si tu te présentes. Passionnées par les principes de l'éducation nouvelle, Marguerite Soubeyran et Catherine Kraft sont de véritables révolutionnaires. Seules, elles vont créer dans les années 30 cette école reposant sur les principes de la liberté, la vie au grand air, le sport, la démocratie représentative, une république d'enfants avant-gardistes, avec à sa tête Tante Marguerite. Alors on s'est dit, il n'y a rien à faire, il faut aider les enfants. Donc il faut faire une école où on pourra aider les enfants, où on pourra les mettre dans un milieu qui leur permettront de se développer et de ne pas laisser leurs facultés s'amoindrir et disparaître par le fait de tout ce qu'on leur fait peser dessus, aussi bien dans la famille, dans l'école que dans la société, que partout. L'école de Beauvallon est un lieu paradisiaque avec plusieurs hectares de terrain où les enfants peuvent s'épanouir. Dès sa création en 1929, c'est une école mixte où les petits pensionnaires désignent eux-mêmes leurs chefs, appelés les préfets. Alors nous nous sommes dit tout de suite, la première chose à faire, c'est de mélanger complètement les enfants à la direction de la maison et à ce que nous voulons faire dans la maison. C'est-à-dire ne rien faire dans l'école qu'ils ne sachent pas pourquoi nous voulons le faire, leur expliquer et qu'ils le comprennent, et discuter avec eux tout ce que nous ferons dans l'école. Alors nous avons fait ce qu'on appelle les assemblées. Kevin, 1, 2, 3. « 25. » Il n'y a pas de commentaire. Bien, bien. Est-ce que vous aviez des activités comme nous actuellement? Alors, ce qu'on avait comme activité, oui, on avait l'école, bien sûr.
On avait l'école et c'était pendant la guerre, évidemment, on n'était pas, c'était pas comme vous maintenant, parce que là, il y avait des enfants qui venaient de partout, et en particulier, il y avait des enfants qui venaient se cacher là parce qu'ils étaient juifs et qu'ils étaient persécutés par les Allemands. Alors moi, en fait, j'avais un risque d'être poursuivi uniquement pour la chose suivante, c'est que mes parents étaient, dans notre famille, il y avait énormément de différentes religions. Ma mère était égyptienne, donc c'était des juifs et des coptes. Mon père sortait d'une famille qui était paysan de la Creuse, donc là c'était des catholiques. Ma grand-mère paternelle était issue d'une famille allemande qui était juive aussi. Enfin, tu vois, il y avait donc un mélange de tout un tas de religions dans notre famille. Parmi les 4 qui étions dans la chambre, il y en avait un qui était arrivé ici après avoir perdu ses parents et sa sœur, qui ont été pris par les Français qui ont emmené tous ces gens-là au Veldiv pendant la guerre. C'est ce qu'on a appelé la rafle du Veldiv, vous en avez peut-être entendu parler. Eh bien, ce garçon a perdu ses parents et sa sœur dans cette occasion-là, il les a jamais revus. Et il est arrivé ici, ça je pourrais pas te dire comment, et j'ai partagé sa chambre pendant les 2 ans où j'étais là, et c'était un garçon très sympathique. Et par chance, Diolfi à cette époque-là a été quelque chose, un endroit calme, où les Allemands ne sont pratiquement pas venus. Donc tout le monde était très solidaire partout, et les familles juives qui voulaient se cacher ont été cachées par des gens de Diolfi et de toute la région. Je fais une parenthèse, mais oui. Je pense que les adultes ont sûrement envie de la faire aussi. Là. Vous comprenez d'autant plus pourquoi dans cette école, alors c'est vrai dans toutes les écoles, hein, mais pourquoi peut-être plus encore aujourd'hui ici, quand on entend des moqueries sur la couleur de peau ou autre chose, on intervient certainement plus fortement. Ça prend du sens quand on entend ça. Mars 1943. En pleine occupation, le magazine Marie-Claire Première Formule consacre un numéro spécial aux enfants avec 2 pages sur l'école de Beauvallon, une école sans murs et sans manuel, sans préciser bien sûr que la plupart des élèves sont des réfugiés et qu'ils risquent la déportation. Avec son nom prédestiné, le village de Diolfi a été pendant la guerre un véritable havre de paix. Des centaines de personnes, parmi lesquelles beaucoup de juifs français et étrangers, ont pu s'y cacher sans être inquiétés. Partagé à moitié entre catholiques et protestants, Diolfi a toujours été une terre d'accueil et de résistance. Dans le prolongement de l'école de Beauvallon, un collège réservé aux plus grands va ouvrir. Cette école s'appelle la Roseraie. Ce collège de la Roseraie, collège secondaire, ouvert en octobre 1939 par Paul Arsens, un breton venu à Diolfi à Beauvallon, enseigner puis se réfugier, avec sa femme Madeleine. Ensemble, ils ouvrent donc ce collège qui avait comme vocation de préparer au baccalauréat. Dès 1940, un certain nombre de réfugiés, des adultes, demandent à ce que leurs enfants soient inscrits. Il ne fallait pas d'interruption scolaire. Les plus nombreux de ces réfugiés sont des Alsaciens et des Lorrains, en très grand nombre ici. Et puis, par la suite, toutes sortes de réfugiés, juifs, politiques, résistants, viennent grossir le nombre des élèves. La Roseraie est une école privée de très bon niveau. Malgré les lois antisémites de Vichy et le danger qu'il y a à ne pas les respecter, l'enseignement est assuré par des professeurs dont plusieurs sont d'origine juive. Samuel Abramovitch lui-même était un professeur français de religion juive. Il n'était pas le seul, il y en a eu d'autres, notamment le professeur de physique qui s'appelait Monsieur Colomb pour les Diolfitois, de son véritable nom Cahen. Et évidemment, beaucoup d'élèves juifs qui ont préparé leur baccalauréat ici en toute tranquillité. Certains l'ont eu, d'autres ne l'ont pas eu, mais aucun n'a été inquiété. Le créateur de l'école de la Roseraie, Paul Arsens, a des allures un peu militaires. Avec sa femme Madeleine, ils prennent des risques insensés en accueillant chez eux des personnes pourchassées. Comme Marguerite Soubeyran, ils recevront plus tard la médaille des justes. Parmi les élèves de la Roseraie, il y a aussi de bons petits Français comme Jean Morin. Il appartient à une grande famille protestante de Diolfi
qui sait parfaitement ce qui se passe à la Roseraie. La loi du silence pour venir au secours des réfugiés pourchassés. Vous savez, à Dieulefi, à l'époque, pendant la guerre, on parlait très peu. On ne posait pas de questions. C'était une consigne donnée par les parents. Par exemple, quand nous avons eu cet enfant juif à la maison à partir d'octobre 1942, mes parents nous ont dit d'où il venait, mais il était convenu entre nous qu'on n'en dirait rien, qu'on ne poserait pas de questions. On lui avait changé son nom, d'Isaac, on l'avait appelé François, et son nom de famille était Fabricant, K-A-N-T, et nous l'avions appelé, orthographié à la française, Fabricant, C-A-N-T. Installé au pied du mémorial de la Shoah à Paris, le Mur des Justes recense près de 2700 noms de Français méritants. Parmi eux, on peut y lire les noms des 7 justes de Dieulefi, Henri Morin, Madeleine et Paul Arsens, Jeanne Barnier, Catherine Kraft, Simone Monnier et Marguerite Soubeyran. Mon père est le 5e de toute la liste des 2700 justes français, n'est-ce pas, grâce à Isaac Fabricant, et il est avant Marguerite Soubeyran, avant Simone Monnier, avant Catherine Kraft, avant Paul et Madeleine Arsens, n'est-ce pas, à cause d'Isaac Fabricant. C'est tout simplement ça, parce qu'Isaac Fabricant est retourné en 1946 en Israël. Je peux vous montrer là où on avait joué Tartuffe, monté par Pierre-Emmanuel, qui jouait lui-même le rôle de Tartuffe. Et alors, nous avions joué la pièce en plein air, donc ça devait être au mois de juin, ou 41, ou 42. Et c'était en plein air, ça je me rappelle très bien. Professeur à la Roseraie, réfugié à Dieulefi entre 40 et 44, Pierre-Emmanuel est le grand poète chrétien de la Résistance. Théâtre, danse, musique, sous son impulsion, la vie culturelle à Dieulefi est d'une rare richesse pendant la guerre. Pierre-Emmanuel y croise des intellectuels et des artistes réfugiés. Willy Eisenschitz, juif autrichien qui peint en cachette dans une cabane derrière l'école de Beauvallon. Louis Aragon et Elsa Triolet, poète et résistant dont la tête est alors mise à prix par la Gestapo. Ou Emmanuel Mounier, philosophe chrétien et fondateur de la revue Esprit. Écrivain, cinéaste, journaliste, penseur, opposant politique à la France de Vichy, Dieulefi a été pendant la guerre un lieu de résistance culturelle et intellectuelle. Dieulefi a été assez paisible, heureusement, pendant la guerre, grâce, je crois, au maire de l'époque, Pierre Pizot, à sa secrétaire Jeanne Barnier, et au fait que les Dieulephitois ont bien tenu leur langue. En dehors des 7 personnes reconnues comme justes, il existe à Dieulefi beaucoup d'anonymes qui ont accueilli chez eux des réfugiés pendant la guerre. Parmi eux, les Plumel, chez qui une famille de maroquiniers juifs parisiens a vécu en partie cachée dans cette maison au cœur du village. Bonjour monsieur, Pierre de Georges. André Plumel. Oui, alors j'ai appris que vous aviez caché une famille. Oui, la famille Nunes. La famille Nunes. Oui. Et pendant je pense 2 ans maximum, je pense. Oui, d'accord. Oui. Et c'était des gens qui étaient comment? Madame Nunes avait un grand magasin de maroquinerie, avenue Général Leclerc, à Paris. Et monsieur Nunes, je ne connais pas sa profession. Vous avez 2 filles. Et vous aviez les 4 alors? Oui, tous les 4. Mais la jeune était à l'école de Beauvallon. Et puis il y avait une famille Mortier aussi qui habitait juste à côté, là.
Monsieur Mortier était diamantaire à Paris aussi. Il y avait monsieur et madame Mortier, le fils et la fille. Bon, ils ne bougeaient pas, alors ils étaient cachés. Ah non, ils n'étaient pas cachés, ils promenaient. Ah bon, d'accord, ouais. oui, mais enfin. Même la famille Nunez, ils sortaient pas mal. Là. Ils recevaient des amis qui venaient de Dieulefit, qui étaient de Paris aussi, la famille Marino. Ah oui, d'accord, il y avait une petite... Mais à l'époque, la porte n'était pas là, l'entrée n'était pas là. Ah d'accord. Elle donnait directement dans la cour derrière. Eh bien, ils habitaient là. C'est ça. En fait, il y a, si je comprends bien, il y a le symétrique là, ici, voilà. qui faisait que là, vous aviez officiellement un placard. Voilà, on avait fait une grande penderie. Et en réalité, il y avait le passage avec l'horloge. Oui. Et la sortie était directe derrière dans la cour. Et ils pouvaient gagner la colline sans passer ni sur la route, nulle part. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et cette partie va dans le petit bâtiment. Grâce à ce système de faux placards et de passages maquillés comme un décor de théâtre, la famille Nunez a pu vivre sans être inquiétée. Comme tous les autres réfugiés à Dieulefit, ils n'ont jamais été dénoncés. Si la Gestapo avait fait une perquisition, tout le monde aurait été déporté. Eh bien, cette cloison était prolongée jusque vers vous. Il y avait une cuisine ici avec un petit lit. Là, il y avait les parents, donc ça faisait une seconde chambre. La salle de bain était de ce côté. Et la porte de sortie était ici, à la place de la salle de bain que j'ai fait faire par la suite. Et la première des choses que M. Nunez nous a demandé, c'est s'il y avait une sortie pour gagner la campagne. Et on lui a dit oui, vous pouvez sortir par là, et puis gagner directement, sans passer dans le jardin, gagner directement la colline. Pourquoi vos parents ont accepté finalement de recevoir une famille juive comme ça? Je veux dire, il y avait des risques. Oui, bien sûr. Je sais pas, mais il y en avait beaucoup de familles. C'était normal, quoi. Oui, on trouvait normal. On ne s'est jamais demandé pourquoi. Je suis admiratif parce que, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, mais quand même, quand on arrive à parler avec des gens comme vous, c'est important parce que c'est la première fois que je rencontre une famille comme la vôtre, là. Parce que bon, Beauvallon, on était quand même assez isolés par rapport à Dieulefit. J'ai bien connu Mademoiselle Sobéran, mon Marguerite. Ah oui, bien sûr. J'étais assez ami avec Fernand, son ami, fils. Fernand, moi je me rappelle très bien de Fernand. Oui. Oui, on était assez copains. Oui, mais il devait avoir votre âge. Il avait mon âge, oui, il c'est ça. était du même âge. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Il prouve combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. À l'heure où la France sombre dans la collaboration sous l'autorité du maréchal Pétain, avec la mise en place d'une chasse aux Juifs dès 1941, le cinéma devient outil de propagande. À Dieulefit, en revanche, l'association catholique du Labeur utilise la caméra pour critiquer les nazis. Sur ces images exceptionnelles tournées en 1939, quelque temps avant le début de la guerre, une parodie de procès où Mussolini vient saluer son camarade Hitler. Qui finit par perdre la tête. Spécialiste de l'histoire de Dieulefit, professeur attaché au CNRS, Bernard Delpal a recensé scrupuleusement tous les actes de résistance qui ont conduit les habitants à accueillir les réfugiés. Nous savons qu'il y a eu une résistance très forte et très efficace à Dieulefit, pas une résistance armée, mais une résistance civile. En gros, le pays
a une forme de résistance particulière, ça consiste à soustraire le maximum de gens à la persécution, aux rafles et aux actions à caractère racial ou politique menées par le gouvernement de Vichy et par les forces d'occupation. Et cette résistance suppose qu'il y ait une solidarité, car une population fragile est très menacée s'il y a par exemple des dénonciations. Or, s'il y a eu des dénonciations, on ne peut pas assurer qu'il n'y en a pas eu. Elles ont été neutralisées par une sorte de chaîne de solidarité et de bienveillance. Ça ne veut pas dire que tout le monde était résistant au sens où l'entendent les gaullistes, par exemple. Mais ça veut dire que, quelles que soient ses opinions, sauver le réfugié était une exigence morale à laquelle on ne pouvait pas échapper. Le nombre des réfugiés à Dieulefit se situe environ à 1 millier de personnes. Voilà l'ordre de grandeur que j'ai envie de donner. Quant aux juifs adultes et enfants, attestés, nous en sommes à un peu plus d'une centaine aujourd'hui. Peut-être davantage quand on aura terminé les vérifications et les recensements, mais ça ne sera pas de l'ordre, ça n'ira guère au-delà de 150 à 200 personnes au maximum. Juifs allemands fuyant la nuit de cristal, les jumeaux Springer, devenus Springer à la française, se sont retrouvés eux aussi à Dieulefit au début de l'occupation. Henri a été sauvé avec son frère par Marguerite Soubeyran. Après la guerre, il est devenu jésuite. Pour moi, la seule explication, c'est l'extraordinaire personnalité de mademoiselle Soubeyran, Marguerite Soubeyran, qui elle a recruté Jeannette Barnier, qui elle aussi était bien impliquée avec la connivence des Piso, mais c'est bien tombé avec d'autres, mais enfin, c'est tout à partir de Beauvallant. En juin 1940, mon père était interné au camp d'Émile et ma mère était avec ses enfants dans une pension à Dieulefit, et nous allions à la Roseraie. Et le peu de gens qu'elle connaissait, personne ne savait comment l'aider. Elle est allée à Beauvallant raconter son histoire et c'est là que mademoiselle Soubeyran a tout de suite pris en charge notre destinée. Et quelques jours après, elle est venue nous dire « Payez la pension avec ce qui vous reste et venez chez nous ». Marguerite Soubeyran, Marguerite, tel que le souvenir que j'en ai, c'était quelqu'un de très directif, de très présent, de très volontariste, de très énergique. Catherine était quelqu'un de plus effacé, mais qui visiblement tenait les comptes, faisait que les choses ne partent pas un peu dans n'importe quelle direction, parce que je suppose que Marguerite était quelqu'un qui pouvait certainement faire des projets un peu grandioses et qui pouvait oublier quelquefois certaines réalités sonnante et trébuchante. Donc l'association des deux était formidable parce que Catherine assurait une espèce de stabilité, enfin moi je l'ai compris comme ça, et Marguerite avec toute sa fougue, toute son énergie, tout son sens de l'humain, toute la persuasion qu'elle pouvait manifester, pouvait se développer comme ça, et pouvait agir, et pouvait aller de l'avant et faire des trucs qui étaient quand même assez incroyables. C'est certainement là, dans toute ma vie, la personnalité, je dirais, la plus humaine que j'ai rencontrée. Et j'ai pu rencontrer finalement beaucoup de gens dans divers milieux. Alors évidemment pour moi qui suis croyant, je me suis posé la question d'où venait sa force.
Et je dirais, restant dans le doute, et les ont dit sa liberté. Mais elle avait une force pour le bien absolument inégalable. Réalisateur à France Culture, Michel Chilovitz a vécu lui aussi toute cette période réfugié à Dieulefit avec une partie de sa famille. Il a vu la résistance s'organiser autour de Beauvallon et de sa fondatrice Marguerite Soubeyran. C'est elle qui tirait les ficelles, vous savez, dans cette histoire-là. Parce que il n'y aurait pas eu Marguerite Soubeyran, je pense que Dieulefit n'aurait pas été ce que Dieulefit a été. Parce que c'était quelqu'un qui était à la fois, vous le savez, à la fois communiste, protestante et lesbienne. Mais cette femme-là a vraiment tiré Dieulefit de toutes les embûches qui pourraient se trouver. Et si Jeanne Barnier a fait ses fausses cartes d'identité, c'est bien parce que Marguerite Soubeyran l'a incité à les faire. Faussaire à 21 ans, Jeanne Barnier est l'une des grandes figures de la résistance dieulefitoise, avec la fabrication de milliers de faux papiers. Employée de mairie, protestante, elle a reçu, elle aussi, la médaille des Justes. Jeanne Barnier, la première chose qu'elle m'a appris, c'est que c'était Marguerite Soubeyran, justement la fondatrice de l'école, qui était venue la trouver, pieds nus, parce qu'elle se déplaçait toujours pieds nus, cette dame. Elle était venue la trouver très très excitée en lui disant qu'elle avait une personne juive qu'il fallait absolument cacher, qu'il fallait qu'elle reparte je ne sais trop où, et qu'elle avait été obligée, elle était au pied du mur, quoi. Qu'elle avait été obligée de faire sa première carte d'identité, ses faux tampons, etc. Et qu'elle me dit, j'ai pas trop réfléchi. J'y suis allée, puis je lui ai dit, on verra bien. Hein. C'était une question de vie ou de mort, donc pour elle sauvait quelqu'un. Et c'était assez étonnant. Elle a dit dans mon émission sur France Culture que le maire était l'homme le plus extraordinaire qu'elle a jamais rencontré. La mémoire 45 ans après, ou la parenthèse dieulefitoise. Jeanne Barnier, vous aviez 21 ans. Oui. Vous étiez secrétaire de mairie de Dieulefit. Oui. Et vous avez établi des fausses cartes d'identité à partir de 1941. Il faut dire, pour situer exactement comment les choses sont passées. Au début du 41, il y avait à Dieulefit à peu près 1200 réfugiés recensés. Donc c'était un nombre très important pour une population de 3000 habitants. Au fur et à mesure du temps qui avançait, on avait de plus en plus de complications administratives qu'il fallait régler en faisant des faux aussi. La fausse carte d'identité entraînait des dizaines de cartes derrière. C'est ça. Ensuite, les premières cartes n'étaient pas enregistrées. Donc ces cartes qui n'étaient pas enregistrées n'avaient aucune valeur légale à un contrôle. Et c'est ça qui était extrêmement difficile. Et ensuite, vivre avec Mademoiselle Soubeyran, avec le rythme de Mademoiselle Soubeyran, ce n'était pas facile. Elle me disait, il me faut 10 cartes aujourd'hui, ce soir. Bon, elle avait une énergie indomptable et c'était difficile de tenir le rythme. Elle nous a fait des fausses cartes d'identité. Je sais que c'est Pierre-Emmanuel qui les avait remplies, mais elle les avait tamponnées. Enfin, c'était... Vous appeliez comment Sylvestre. Jeanne Barnier fabrique, à la demande de Marguerite Soubeyran, des faux papiers, mais surtout un très grand nombre de fausses cartes d'alimentation, cartes textiles, cartes pour les chaussures, sauf-conduit. Et donne ainsi la possibilité à la population clandestine, ou illégale plus exactement, de vivre décemment. Je m'en suis pas tellement servi, vous savez, non. J'avais, là, quand je faisais des missions envoyées par Georges Laplace et l'armée secrète, là, pour voir comment ça se passait, comment se passait la retraite allemande à Montélimar.
Là, j'avais les faux papiers. Et je cachais mes véritables papiers entre 2 plaques de village et je les reprenais lorsque je remontais à Dieulefit. 1, puis 100, puis des milliers de fausses cartes. Jeanne Barnier devient une faussaire professionnelle et l'un des pivots de la résistance à Dieulefit. Mais que pensaient les autorités municipales et du maire? Était-il au courant? Pouvait-il ignorer les activités secrètes de sa jeune secrétaire? Pierre Pizot, que l'on voit sur ces images, est un homme loyal, nommé par le régime de Vichy, un pétainiste bon teint qui semble acquis aux idées de la Révolution nationale, un maire surveillé par ses autorités de tutelle. Et pourtant... Le colonel Pizot a placardé dans Dieulefit les affiches pour le recensement des Juifs. Il a été un maire irréprochable, vu de Vichy. Il a été un maire irréprochable et il n'a pas eu d'ennui particulier avec son administration centrale. Ceci dit, c'est le même maire qui recrute Jeanne Barnier à la place du secrétaire de mairie qui a été requis et qui est parti en Allemagne et qui la protège, qui fait même d'elle une administratrice de première classe malgré sa jeunesse, et qui, alors on le sait, grâce au dialogue rapporté par Jeanne Barnier elle-même, savait quelles étaient les activités de Jeanne Barnier. Le maire, elle me dit, le maire, il savait très bien ce que je faisais. Et elle m'a dit, fermez les yeux. C'était un ancien, un ancien de l'armée, un ancien militaire. Elle me dit... Ça, elle vous l'a confirmé? Oui, ça, elle me l'a confirmé. Elle m'a dit, il était au courant et il fermait les yeux, bien sûr. Mais je me demande qui, parmi les fonctionnaires d'autorité, ignorait ce que faisait Jeanne Barnier. Les gendarmes étaient au courant, ils lui apprennent même à mieux utiliser les faux tampons pour faire de meilleures cartes d'identité. Donc c'était peut-être un secret de polichinelle. Et là, peut-être, on est au cœur du fonctionnement du pays de Dieulefit. Un certain nombre de fonctionnaires d'autorité donnent en apparence les garanties du loyalisme envers Vichy, mais en réalité... soit la nuit, soit le reste de leur activité, viennent au secours de ceux qui sont menacés par le même gouvernement de Vichy. L'accueil des clandestins à Dieulefit a donc bénéficié du silence des autorités, mais aussi des réseaux protestants. Dans les temples, des pasteurs ont appelé à accueillir des enfants réfugiés. C'est à l'un d'eux que Max Turteltaub, petit juif allemand, doit d'avoir échappé à la déportation. La famille Rostin l'a accueilli en 1942. 60 ans plus tard, il retournera s'installer à Dieulefit, aux côtés de ceux qui lui ont sauvé la vie. On va dans la ferme de mes parents. Voilà, c'est là. La ferme familiale. Et c'est la ferme où Max est venu en partant de Moissac. Et elle fait les efforts, elle ne m'appelle pas Marcel. Oh, mais écoute, c'était qu'un membre de la famille, Marcel, ce n'était pas un juif à l'époque. Ah non, c'était défendu, hein. Ah oui. Et tu es resté combien à la maison? Jusqu'à après la libération. 18 mois. Voilà. Ouais, il a passé son certificat d'études à Puy-Saint-Martin. Et voilà. Et maman t'aimait beaucoup. Enfin, mes parents et tous. Voilà. À la ferme à Puy-Saint-Martin, chez les Rostins, il y avait la totale. Il y avait un radio qui venait de temps en temps. C'était un radio qui a été parachuté de Londres. Il y avait moi, le juif. Alors vous voyez que si s'était fait prendre, je vous raconte pas ce qui se sera passé. Hein. Bonjour Rose. Bonjour. On amène du monde, hein. On remet ça. Bah oui. Oh, puis elle est revenue, la vieille traction, là. Hein. On a été arrêtés après la promulgation des lois anti-juives. On était dans le sud de la France, on était plus exactement dans les Pyrénées, à Ax-les-Thermes. Bon, alors tous les juifs ont été arrêtés, on a été mis dans un camp de concentration, on a été arrêtés par les gendarmes français, dans des camps, notamment nous on a été internés dans un camp qui était à Agde, qui était gardé par la police française. Hein. Bon, et à l'époque, disons, il y avait petit à petit, il y a eu déjà des organisations clandestines
qui essayait, dans la mesure du possible, de faire sortir, au moins de faire évader quelques gens. Je ne me rappelle plus par quel procédé, mais enfin, toujours est-il que j'ai été sorti du camp. Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents après leur Mes arrestation? parents, après, ça je l'ai su après, ils ont été transférés à Drancy, puis ils sont partis. Enfin là, on a retrouvé bien les traces exactes, avec j'ai le numéro du convoi, la date, ils ont été expédiés sur Auschwitz. En Europe, j'ai plus personne. Alors c'est les seuls gens qui me restent. Bon, ses parents sont décédés. Bon, c'est elle et puis c'est tout. Il n'y a plus personne en Europe. Si vous voulez que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père, ils ont tous disparu. Alors il n'y a pas de problème, ils ont tous disparu dans les fours. Enfin bon, j'ai pas trop de détails sur l'ensemble de la famille, mais enfin bon. Un jour, le pasteur est venu ici, il a peut-être senti que maman était plus réceptive que les autres. Et il lui a dit, Mme Rostin, il faut absolument que vous preniez un enfant juif parce qu'ils sont en difficulté, et voilà. Et voilà comment Marcel est arrivé. Ici, j'étais comme à la maison, j'étais le fils de la maison, au même titre que Mado ou son frère, hein. Il n'y avait pas de différence de traitement, on mangeait ensemble, on allait à l'école ensemble, enfin bon, il n'y avait absolument aucune différence. Bon, la seule différence, c'est que moi, je m'appelais Turneau à l'époque. Marcel Turneau, puis c'est tout. Mais à part ça, il n'y avait aucune différence de traitement, de rien du tout. Avec ses sommets au perché et ses vallées en cul-de-sac, le pays de Dieulefit a été pendant la guerre l'arrière-base du célèbre maquis du Vercors. C'est peut-être pour cela que les Allemands s'y sont peu risqués, sauf ce jour de l'été 1943. On était à table, on était ici, là. Il y avait tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait ton père, ta mère, ton frère, toi et moi. On était en train de manger et il y avait le radio qui était en haut, qui était en train, je ne sais pas s'il codifiait, s'il recevait, enfin on ne sait pas parce que nous on ne s'en occupait pas. Bon, il venait, il faisait sa petite cuisine et puis on a vu arriver les Allemands, là, à la fenêtre, comme là, qui venaient là sur le chemin. Il y avait 2 ou 3 Allemands et un civil. Et en fait, ils venaient pour acheter des œufs. Et vous avez compris ce qu'ils disaient puisque... Oui, ils venaient, et en fait, ils ont acheté des œufs, et puis je crois même que ton père leur a payé un coup à boire, en plus. Alors, on leur a donné un coup à boire, on a bu un coup, ils ont bu un coup, ils étaient tout contents, et puis ils sont repartis avec ça. C'est après coup qu'on a réalisé ce que, finalement, sur le coup, on n'a pas réagi, mais c'est après coup qu'on a dit, on a eu chaud, quoi. Certains ont parlé à Dieulefit d'un miracle du silence, grâce auquel personne n'a été dénoncé. Mais l'image d'Épinal s'écorne à l'été 42. La France de Vichy lance alors une vaste campagne de rafles anti-juifs. 3 adolescents de l'école de Beauvallon sont dénoncés à la Gestapo. Les gendarmes les amènent au camp de concentration de Vénissieux, au sud de Lyon. On pensait qu'à Dieulefit, on ne risquait absolument rien. Il faut dire que il n'y avait pas eu d'arrestation. Les seules personnes arrêtées, c'était les gamins comme Markdorf et quelques autres juifs allemands, des enfants, qui ont été arrêtés par les gendarmes français et emmenés dans un camp à Vénissieux. Et là, Marguerite Soubeyran les a fait sortir. Elles sont allées jusqu'à Lyon parce que les gendarmes, tout en étant venus le chercher, leur avaient dit quel chemin ils suivaient jusqu'à Lyon, et elles ont été, les directrices, ont été les rechercher, et non seulement elles ont ramené Pépé, mais elles en ont ramené un autre en même temps. Les 3 jeunes juifs allemands vont être sauvés juste avant le départ des convois du camp de Vénissieux, rattrapés à la porte du crématoire, commentera l'un d'eux, comme Werner Masdorf, qui se rappelle ce sauvetage in extremis. Pendant longtemps, on était dans l'incertitude quant à la manière dont cette libération s'est effectuée. Là, l'atmosphère devenait dramatique, parce que nous étions jeunes et costauds et bien nourris, hein, mais d'autres avaient déjà échappé à d'autres aventures. Et Marguerite Soubeyran a été... et Simone Monnier se sont démenés avec Lozé, avec d'autres, pour concrétiser cette libération. On a assisté au départ de ces 1000 ou 1500
raflés, dont pratiquement personne n'est revenu. C'est affreux. Hein. Et nous, le lendemain, on était libres. C'était tous des juifs? C'était tous des juifs. Tous des juifs. À la mairie de Dieulefit, une plaque installée il y a quelques années honore les 7 justes du village. Jeanne Barnier a entendu parler, bien sûr, mais surtout Catherine Kraft, Simone Monnier, Marguerite Soubeyran. Je devrais dire, si parlons d'importance de personnages, Marguerite Soubeyran, Catherine Kraft et Simone Monnier. Oui, c'est bien ça. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on ait attendu 2008 pour ça. C'est curieux. Monsieur Delpal, Monsieur bonjour. Georges, Comment heureux de allez-vous? vous accueillir aux Rouvières. Merci, content de vous revoir. Oui, il y a fait un moment que nous ne nous étions pas vus. Voilà, j'avais le plaisir de venir vous voir pour vous demander pourquoi, en fait, vous vouliez généraliser le souhait d'être juste pour le village entier, alors que dans le fond, il y en a 7 sur la commune et dont j'ai vu les noms tout à l'heure à la mairie. Oui, alors, j'ai envie de vous répondre que dans le petit memento que vous nous aviez envoyé sur votre épisode Dieulefitois, 43-45, vous avez conclu en recommandant, je vous cite, « Il serait bien normal que, comme le Chambon-sur-Lignon, la ville de Dieulefit soit déclarée juste parmi les nations. » Donc vous-même, vous y aviez songé. Et puis, d'autre part, j'ai été très marqué par le remarquable discours que Simone Veil a prononcé au Panthéon en janvier 2007, lorsqu'elle a honoré les Justes de France, en faisant remarquer que ces gens extrêmement discrets n'avaient pas été assez reconnus, et que eux qui pensaient avoir traversé l'histoire, en fait, ils l'avaient écrite. C'est dans cet état d'esprit que nous travaillons. D'accord. Discours que j'avais bien entendu, parce que j'avais suivi tout ça à la télévision, bien sûr. Et d'autre part, votre témoignage, mais également d'autres témoignages, nous ont incités à reprendre un peu l'histoire du sauvetage dans ces années noires. Et nous nous sommes aperçus que le sauvetage a réussi parce que l'ensemble de la population du pays avait joué le jeu en quelque sorte. Il y avait une chaîne de solidarité sans maillon faible. Et par exemple, j'ai été frappé par le témoignage de Jeanne Barnier dans la fameuse émission Michel Chilowitz, qui dit bien qu'elle a fabriqué des quantités énormes de fausses cartes d'alimentation. C'était très bien. Mais encore fallait-il que les paysans alentours jouent le jeu, c'est-à-dire acceptent, tout en sachant que ces cartes étaient fausses, de donner le peu qu'ils avaient de disponible pour la population, j'allais dire, légale, déclarée, officielle, mais également pour la population clandestine et réfugiée. Très rares sont les villages ou les pays à avoir été reconnus comme justes à titre collectif. L'initiative de Bernard Delpal suscite chez les anciens beaucoup de discussions. Finalement, on vivait un peu des fermes des alentours. Et eux, ils n'étaient pas chauvins. Ils acceptaient parfaitement des gens qui parlaient peut-être même moins bien le français et qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et donc, il y a vraiment eu un soutien de tout le pays. Et dans Dieulefit même, je dirais, cette fête de la non-dénonciation, enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, ça sera assez normal, parce que on a parlé beaucoup du Chambon, pourquoi que je ne ferais pas de Dieulefit, ça serait tout à fait normal de...
Vous devez bien comprendre que dans un pays de 3000 habitants environ, plus les réfugiés, il y avait forcément des gens qui étaient plus à droite que d'autres. Mais personne n'a dénoncé. La tendance aujourd'hui, c'est que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, on s'embrasse sur la bouche et on est frères. Mais c'est pas comme ça que les choses se présentent. C'est trop grave, c'était trop dramatique, c'était trop terrible pour que ça puisse donner lieu à un quelconque oubli et à un quelconque pardon d'ailleurs. Hein. C'est pas à ce niveau-là que les choses se passent. Moi, je n'y crois pas beaucoup à cet aspect commémoratif. À l'école de Beauvallon, près de Dieulefit, 2 recueils bien gardés conservent la mémoire de ces années d'accueil et de résistance. Le livre d'or mêle les témoignages de réfugiés anonymes et ceux de résistants célèbres. J'inscris dans le livre d'or un beau jour, plein de soleil et d'espoir. C'est un jour de victoire dont nous nous souviendrons. La prise de Paris par les FFI. 23 août 1944, Helmut Mayer, dit Pépé, dit Jacques Clerc. J'espère que vous aimerez cette école comme je l'ai aimée, camarades beauvallonnais. J'espère qu'elle vous apportera autant d'amour, de joie et autant d'espérance qu'elle m'a apporté. Merci à tous, vive la vie. 13 octobre 1942, François-Jean Bernard. Serions-nous sortis sains et saufs de la tourmente? Serions-nous ce que nous sommes aujourd'hui sans cette influence de l'école de Beauvallon? 27 mars 1948, professeur Springer. Adieu à Beauvallon, oasis de joie et d'espoir, où j'ai vécu 5 mois parmi mes amis et mes enfants et retrouvé le visage perdu de la liberté. 30 juillet 1943, Jean Vidal. En juillet 1942, aux plus sombres heures de la France, merci aux fées de Beauvallon de tranquillement démontrer qu'il n'y a aucune raison de désespérer de l'homme et de ses possibilités infinies, et d'assurer cet avenir qui vaut qu'on meure, puisqu'il nous assure que la France vivra. 5 juillet 1942, Aragon. J'ai été très content d'être ici à Beauvallon, et je le suis toujours. Je trouve bien cette école une école pas ordinaire, qui n'est pas du tout comme les autres, mais qui par contre est bien mieux. En souvenir d'un élève, Pierre de Georges. Je viens vous dire au revoir, moi, parce que je m'en vais, parce que là, on ne se voit plus. On va dire au revoir plus tard, quand même. Au revoir. À une autre fois, peut-être. Au revoir. Bon, allez, au revoir. Non, monsieur. Moi, je voulais pas être à la place de Tu vas pas oublier ça. Au revoir.